Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Djibouti vibre au rythme de la campagne électorale en vue de la présidentielle du 9 avril. Le président sortant, Ismaël Omar Guelleh, fera face à l'homme d'affaires Zakaria Ismaël Farah, qui, de l'expérience ou du renouveau, l'emportera. Un gros plan à suivre. Aucun pays ne doit être laissé derrière. C'est ce qu'affirme l'Union africaine qui s'active pour couvrir les besoins du continent en vaccins anti-Covid-19. Pour l'heure, plus de 16 millions de doses ont été distribuées dans une trentaine de pays. Et puis un lion camerounais reste indomptable. Francis Ngannou a été propulsé dimanche au sommet de l'UFC. Il fait depuis les choux gras de la presse internationale. Retour sur son parcours hors norme dans ce journal. Mais tout d'abord et en bref, une cérémonie d'hommage au président John Magufuli a viré au cauchemar en Tanzanie. 45 personnes ont perdu la vie et 37 autres ont été blessées dans une bousculade alors qu'elles tentaient d'entrer dans un stade de Dar es Salaam pour un ultime adieu au chef de l'État officiellement décédé le 17 mars de problèmes cardiaques dont il souffrait depuis une dizaine d'années. Rappelons que conformément à la Constitution, la vice-présidente Samia Suluhu Hassan a pris sa succession, devenant ainsi la première femme à diriger la Tanzanie. La campagne électorale bat son plein à Djibouti. Une dizaine de rassemblements sont programmés jusqu'au 7 avril. Le président sortant, Ismaël Omar Guelleh, qui brigue un 5e mandat, a fait de la protection sociale un des grands axes de son projet de société. Il promet, s'il est élu, de mettre en place un système d'assurance santé qui couvre l'ensemble de la population. Les détails dans ce reportage de nos envoyés spéciaux à Djibouti. L'Afrique est le continent où la couverture de la sécurité sociale est à son plus bas. La couverture par les régimes légaux de sécurité sociale est très limitée et largement confinée aux travailleurs de l'économie formelle et de leurs familles. Beaucoup de personnes travaillant dans le secteur informel sont donc confrontées à des difficultés d'accès aux services de santé en raison de contraintes financières. Une question sur laquelle se penche actuellement le gouvernement djiboutien. L'extension de la protection sociale au secteur informel exige d'innover et de prendre en compte les caractéristiques de ces travailleurs dont l'activité est irrégulière et relativement peu rémunératrice. Un système permettant à la fois de se constituer une épargne dans laquelle puiser en cas d'inactivité, mais aussi s'assurer serait l'idéal. Djibouti souhaite mettre en place un système d'assurance santé qui couvre l'ensemble de la population, mais au-delà de la problématique liée au financement de ce projet, il faut également prendre en compte l'aspect sociologique de la question. En effet, être affilié à une assurance maladie ne rentre pas dans les mœurs du Djiboutien moyen. La notion d'assurance maladie échappe à ces personnes. Donc, il faudrait trouver une solution en faisant une campagne pour l'assurance maladie. Mais il n'y a pas meilleur que la création de mutuelles communautaires de santé pour chaque groupe de travailleurs. Les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de minibus, les charcharies, la vendeuse de beignets et tout ça, n'est-ce pas? C'est toute une catégorie de notre population qui doit nous accompagner pour la consolidation de l'assurance maladie. Assurer à tous les Djiboutiens l'accès aux soins de santé essentiels reste l'objectif du candidat Ismaël Omar Guelleh. Après les félicitations du secrétaire général des Nations Unies pour sa gestion de la pandémie au Covid-19, l'homme veut désormais aller plus loin dans la poursuite des objectifs du millénaire pour le développement, notamment en matière de santé. Et face au président Omar Guelleh, un seul candidat, Zakaria Ismaël Farah, qui, il y a encore quelques mois, n'était qu'un simple homme d'affaires. Il se présente désormais comme le symbole de la lutte contre l'immobilisme. Mais que propose-t-il concrètement au peuple djiboutien? Élément de réponse dans ce reportage de nos envoyés spéciaux sur place. Redonner à l'école publique ses lettres de noblesse, l'une des promesses de campagne du candidat indépendant Zakaria Ismaël Farah. Selon ce dernier, les établissements scolaires publics de Djibouti ont été délaissés par les autorités,
réduisant ainsi la qualité de l'enseignement dispensé aux enfants de classe populaire. Il promet d'y remédier s'il remporte le scrutin présidentiel du 9 avril prochain. Autrefois, nous inscrivions nos enfants dans les écoles publiques. Aujourd'hui, l'école publique a perdu sa valeur. Les plus riches préfèrent inscrire leurs enfants dans les écoles privées. Et la grande masse se trouve abandonnée. Les enseignants qui sont payés par l'État, logés par l'État, ouvrent des écoles privées pour se faire de l'argent et délaissent l'école publique. Il faut revaloriser l'école publique. Il faut redonner à l'école publique ses lettres de noblesse. Pour le candidat du MDEND, Djibouti ne peut se construire sans une éducation de qualité. L'avenir du pays, dit l'homme qui veut placer l'humain au centre de l'action publique, dépend d'une éducation de qualité accessible à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale. Mais pour Zakaria Ismaël Farah, une éducation de qualité n'est possible que grâce à l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage de l'enseignant et de l'apprenant. L'éducation, la santé et la sécurité, voilà les 3 piliers de mon programme. Je l'admets que le problème de sécurité se pose avec moins d'acuité dans notre pays. Mais l'éducation et la santé doivent rester nos priorités. Voilà pourquoi je mettrai en place une prime de craie au profit des enseignants. Je construirai plus d'écoles pour décongestionner les salles de classe bondées d'élèves. Bien sûr, nous les climatiserons également car la chaleur excessive qu'il fait dans notre pays déconcentre les élèves et les enseignants. Il faut redonner au peuple djiboutien sa valeur et sa fierté. Le candidat Zakaria Ismaël Farah poursuit sa campagne électorale afin de présenter sa vision aux électeurs djiboutiens. Ce lundi 29 mars, c'est dans la localité de Bok qu'il a tenu un meeting avec toujours pour leitmotiv réaliser l'alternance à la tête de Djibouti dès le soir du 9 avril 2021. Briefing des experts à suivre quotidiennement jusqu'au 7 avril sur notre antenne. Dans l'actualité également au Tchad, l'opposition tente le tout pour le tout. À quelques jours de la présidentielle du 11 avril, Succès Mara, leader du parti Les Transformateurs, a tenté dans un courrier de convaincre le président Idriss Déby Itno de ne pas briguer un 6e mandat. Le document contient 5 propositions pour une alternance qui libère, selon l'opposant, les énergies du peuple et consacre la sortie honorable et la protection à vie du président Idriss Déby Itno, une initiative qui, selon les observateurs, n'a que peu de chances de faire plier le maréchal en pleine campagne pour le scrutin du 11 avril. À ce propos, les conditions sont-elles réunies pour des élections calmes et apaisées au Tchad? Eh bien, la question se pose alors que les conflits intercommunautaires se multiplient et fragilisent la cohésion sociale. La sécurité est donc naturellement au cœur des enjeux. On fait le point tout de suite avec Marie-Raphaël Antolo. Depuis le début de l'année, des violences intercommunautaires se sont multipliées et ont gagné plusieurs régions du Tchad. Bien que des efforts y soient consacrés depuis la réélection du président Idriss Déby Itno en 2016, le pays reste tout de même secoué par ces conflits. Le sud du Tchad, au climat plus clément et à la végétation plus verte, attire depuis longtemps les éleveurs des zones sahéliennes désertiques du nord. Les nomades arabes qui s'y sont installés s'opposent aux agriculteurs autochtones dans des conflits fonciers. Tout ce que nous pouvons retenir pendant ces années, c'est la restriction des libertés publiques. Voilà. Les questions d'ordre économique n'ont pas réellement été abordées durant tout ce mandat. Aujourd'hui, le Tchad, c'est essentiellement des inégalités sociales. Vous avez une fracture sociale énorme entre les populations du Nord et les populations du Sud, qui est un héritage, évidemment, du mandat de Hissène Habré. Donc, l'élection d'Idriss Déby, l'avènement d'Idriss Déby au pouvoir avait suscité beaucoup d'espoir. En termes de réconciliation nationale, en termes de cohésion, nous sommes loin de cela. Et l'image de ces bureaucrates qui Idriss Déby présente à l'étranger, cette image reste contrariée fortement au plan intérieur. Le 6 janvier 2021, des pics de violence intercommunautaires ont été recensés dans les localités de la Tandjilé, du Sila, du Ouida et au Grand Mayo-Kébi. Dans un rapport du 17 février 2021, au moins 35 personnes ont été tuées dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du Tchad.
Pour y remédier, le gouvernement a créé des unités spéciales pour le désarmement. Donc c'est donc important que ce président puisse jouer la carte de l'apaisement en essayant d'organiser un dialogue national inclusif dans le cadre de gérer sa transition politique qui doit pouvoir justifier une alternative crédible d'accès au pouvoir au Tchad. Et Jésus doit pouvoir tenir un discours de vérité à la classe politique tchadienne. Pour le président Déby Itno, le regain des tensions s'explique principalement par les nombreuses armes à feu en circulation au Tchad venues des pays voisins en proie à de graves conflits armés. Conscient des pertes humaines et matérielles engendrées par ces conflits, les Tchadiens attendus aux urnes le 11 avril 2021 ont également à cœur de choisir un président ayant la capacité de faire cesser ces conflits. Pour se débarrasser de la Covid-19, l'Afrique a besoin de vacciner au moins 60% de sa population. C'est ce qu'estime le Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies. L'accord récemment signé avec le laboratoire américain Johnson & Johnson pour la livraison de 400 millions de doses aux pays de l'Union africaine arrive donc à point nommé. Explication avec Mildred Yamou. L'Afrique intensifie sa course au vaccin contre le coronavirus. Les autorités trouvent actuellement des moyens pour garantir un accès adéquat et équitable aux vaccins afin de prévenir l'insuffisance. À ce jour, plus de 16 millions de doses ont été distribuées à travers le continent et de ce nombre, 7,2 millions de doses ont déjà été administrées, ce qui signifie les progrès importants réalisés dans le processus de vaccination selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. A total of 18 member states have received vaccines outside of the COVAX facility. Au total, 18 États membres ont reçu des vaccins en dehors de l'initiative COVAX par le biais d'accords bilatéraux, ce qui a permis de recevoir plus de 10 millions de doses à ce jour. En ce qui concerne le mécanisme AVAT, 9 États membres ont reçu des envois de vaccins totalisant 723 000 doses issues du don de l'opérateur MTN. Nous sommes en bonne voie de finaliser des contrats pour obtenir les 270 millions de doses de vaccins annoncées plus tôt par le président Cyril Ramaphosa, ce qui est un développement très important dans notre processus de vaccination. Pour renforcer le processus de vaccination à travers le continent, Africa CDC a lancé un programme de formation d'agents sanitaires dans plusieurs États membres. En outre, un total de 500 participants issus de 20 pays africains, y compris des infirmiers, cliniciens et des spécialistes de la vaccination, ont été formés à ce jour sur la vaccination contre le Covid-19. À défaut d'un accès rapide au vaccin, nous continuerons d'être mis au défi, des vies continueront d'être perdues et nos économies continueront de se battre. La bataille doit être collective, sinon nous nous battrons très longtemps sans succès. Même si l'Afrique connaît une amélioration globale dans la gestion de la pandémie, il est important de continuer à respecter les règles d'hygiène et de contrer la désinformation. Selon les experts sanitaires, l'Afrique compte à ce jour plus de 4 millions de cas de Covid-19 et 110 000 décès. Des ruelles de Batié au Cameroun, au sommet de l'UFC. À 34 ans, Francis Ngannou a été sacré champion du monde des poids lourds d'arts martiaux mixtes. Il n'a eu besoin que de 52 secondes dans le deuxième round pour mettre KO le Croate Stipe Miocic. Une revanche sur son adversaire et une revanche sur le destin. José Douglas. Un lion reste indomptable tout le temps qu'il est debout. Au Ultimate Fighting Championship, UFC, le Camerounais Francis Ngannou a pris une belle revanche sur l'Américain Stipe Miocic en lui infligeant un KO dévastateur au deuxième round pour lui ravir le titre des poids lourds dans la Ligue américaine d'arts martiaux mixtes MMA. Mais au-delà du résultat, il faut savoir qui est Francis Ngannou, que nous avions reçu en 2017 à la suite d'un document de l'équipe. Né à Batié, 5 septembre 1986, il nous ramène dans son village. Ngannou, c'est un natif de Batié. Batié, c'est une ville dans l'ouest du Cameroun, dans la région de l'ouest. Voilà, je suis né là-bas, j'ai un peu grandi là-bas. J'ai vécu dans quelques villes aussi, comme Douala, Yaoundé, Boya. Mais bon. Francis Ngannou, très futé mais intelligent, n'a pas manqué sa deuxième chance face à un adversaire qui n'a jamais existé dans ce combat, disputé à huis clos à Las Vegas. Et pourtant, il voulait exercer un autre métier.
Nous sommes à Batié, ça c'est l'école primaire, donc j'ai passé une année, plus vu que j'ai fait toute mon école primaire dans 5 établissements déjà, à cause du divorce de mes parents, alors du coup on n'avait pas cette stabilité. Ouais, et là je rentre, je regarde un peu, c'est émouvant quand même. Quand je suis arrivé au collège, je faisais la technique et du coup en ce qui concernait l'architecture du bâtiment, je comprenais très bien, j'avais une très bonne maîtrise là-dessus et je crois que j'ai eu une passion pour ça. Il a effectué de petits boulots pour survivre avant d'en arriver là. Justement, j'aurais pu être encore là-bas en train de travailler si je n'avais pas eu de rêve. La preuve, j'en ai encore plein d'amis qui sont restés là, qui n'ont pas été ambitieux, qui n'ont pas eu de rêve, qui les a poussés. Parce que quand on est dans cette partie du monde et qu'on n'a pas des gens pour nous aider, qu'on n'a pas peut-être une famille pour nous envoyer à l'école, pour nous aider pour les études, l'espoir disparaît au fait. Âgé de 34 ans, il compte désormais 16 victoires contre 3 défaites. Il est devenu l'homme à battre dans cette catégorie, mais le colosse de 1m93 et plus de 110 kg, qui a quitté son Cameroun natal en 2013 pour Paris, est solide et possède un gros mental. Depuis la nuit du 27 au 28 mars 2021, il confirme qu'il fait désormais partie des grandes légendes du MMA. Son adversaire est Stipe Miocic. Il va s'en souvenir encore très longtemps du Camerounais Francis Ngannou, qui est un fan de Mike Tyson. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'info continue.